La la, la la, la la. How do you say? La la, la la, la la, la la, la la. Bienvenue sur notre émission Point de vue. Aujourd'hui, je reçois à ma gauche Seyd Hassan Saïd Omar, docteur en phytochimie, chercheur à l'Université des Comores, chercheur enseignant à l'Université des Comores, et qui a été aussi secrétaire général de cette université. Donc bonjour. Bonjour. Donc on va parler aujourd'hui, Seyd Omar Seyd Hassan, de l'enjeu ou les enjeux plutôt de l'université. Vous êtes docteur, vous êtes chercheur, enseignant, vous connaissez bien cette université nouvellement créée en 2003. Alors, bien entendu, ça veut dire si ça a été créé en 2003, c'est très récent, alors que des États modernes, des États démocratiques ont été créés avec la naissance des États, des universités. Alors, quelle a été donc la demande de cette université en 2003 ? Merci Jamal de m'avoir permis de m'exprimer sur cette nouvelle institution qui est l'Université des Comores créée en 2003. Cette université, effectivement, est issue des autres institutions qui existaient, notamment l'Institut supérieur de formation de recyclage, qui formait niveau DUG, puis l'École de santé, et l'ENAC, l'École nationale d'administration, et l'Institut de formation des enseignants. Et le tout, ça formait l'université, ça existait, il y avait des formations qui se dispensaient dans ces institutions. Mais effectivement, à partir de 2011-2012, on a commencé une réflexion sur l'avenir des étudiants comoriens, justement après le bac, parce qu'après le bac, tout le monde, en général, la majorité partait à l'extérieur, et certains partaient même avant. Et on a essayé de faire une étude justement du coût de ces étudiants, puisque vous savez, ça fait plus de 20 ans ou 23 ans que l'État n'attribue plus de bourses aux étudiants comoriens à l'extérieur. Donc il y avait une manne d'argent qui est à peu près 1,5 milliard francs comoriens, disons c'est 100 000 euros, je crois, peut-être, oui. Que les parents déboursaient pour faire étudier leurs enfants à l'extérieur. Alors, on s'était dit, écoutez, est-ce qu'on ne peut pas rassembler toutes ces institutions et permettre aussi à créer des filières qui permettront d'initier l'Université des Comores. Voilà, l'idée est venue par là. Et en cette période, il y a eu le gouvernement de Azali. Quand on leur a fait la proposition, il y a eu une hésitation au départ, parce que l'université, on croit toujours à la Sorbonne, on croit toujours à Ivatou, mais l'université peut commencer par ce qu'on a sur place. Et c'est ce qui a été fait. Et le président Zali a eu une écoute, une oreille attentive, par des propositions dont j'étais parmi les pionniers de cette vision des Comores. Et il a accepté. On a travaillé 8 mois et demi autour du président Zali. Et puis voilà, on a pu mettre l'université en place. Donc il y avait une demande, il y a toujours une demande, parce qu'on n'a pas pu mettre toutes les filières, mais à partir de ce qu'on avait, on a pu mettre cette université. C'est-à-dire, on voyait un peu, qu'est-ce qu'on avait comme filière sur place? Qu'est-ce qu'on a comme ressources humaines? On n'avait pas toutes les ressources humaines, mais il fallait débuter avec ce qu'on a. Parce que si aujourd'hui il y a des universités en France ou dans d'autres pays, au Maroc, au Sénégal, ils ont commencé par ce qu'ils avaient. Et le reste, ça vient si on a mis l'institution sur place. Oui, donc la demande a été de nature, je dirais, universitaire proprement dite, au sens que les étudiants ou les postes baccalauréats n'avaient pas où y aller pour suivre leurs études. Donc pour répondre à cette demande, il y a eu cette idée de créer une université. Est-ce que cette demande a été satisfaite? Non, pas du tout, parce que on est parti à 700 étudiants au départ. C'est vrai, aujourd'hui, on est à 4000 étudiants après 7 ans. Mais il y a beaucoup d'étudiants qui partent à l'extérieur parce qu'on n'a pas toutes les filières.
Donc, vu qu'il n'y a pas toutes les filières, on s'arrête aussi à la licence, au niveau licence, pour les facultés. Et puis, au niveau des instituts, on s'arrête à niveau technicien. Donc, la demande n'a pas été satisfaite. Et tout ça, c'est à cause de... Il y a eu beaucoup de problèmes. Pourquoi on n'a pas pu évoluer plus? Parce qu'on devrait évoluer plus. Hein. Mais actuellement, que propose l'Université des Comores en termes de formation de discipline? Il y a une faculté des sciences et techniques qui propose presque 3 filières, sciences de la vie, sciences de la terre et maths physique. Donc c'est insuffisant justement pour les scientifiques. Il y a la faculté de droit qui propose droit, une filière droit, une licence de droit qui va jusqu'à la première année de master en collaboration avec Perpignan. Et puis il y a la faculté le département d'économie et le département d'économie administration sociale. Et puis la faculté des lettres qui a un département de géographie, un département de l'EA, langue étrangère appliquée, et un département de français. Et lettres modernes. Et au niveau de la faculté Imam Shafi, qui est une faculté arabisante, on a le département de sciences islamiques et le département de la langue arabe. Et on a l'école de santé qui donne des formations, tout ce qui est obstétricaux et tout ce qui est paramédicaux. Et puis on a l'IFERE qui continue à former les maîtres du primaire. Et maintenant, il y a une formation qui s'était mise en place cette année, surtout la formation des conseillers pédagogiques et des inspecteurs. Donc ça évolue un peu. Est-ce que ce contenu, cette palette de formation, de disciplines qu'avait proposé l'université correspond mieux à la demande du pays? J'avais oublié l'UIT qui a 4 départements aussi, département informatique, et puis administration, génie rural, et gestion administration. Écoute, c'est une demande en général, on est parti de ce qui existait. Les filières qu'on a mis en place, c'est à partir de ce qui existait et à partir des ressources humaines qu'on avait. Parce qu'on n'avait pas toutes les ressources, mais d'ailleurs on en a besoin tellement. Et on a pu, justement, une année depuis qu'on a commencé en 2003-2004, on est passé directement au système LMD pour adapter nos formations aux universités internationales. Donc voilà. Évidemment, les filières, il faut continuer, il faut améliorer. Il y a des apports pédagogiques parce que aujourd'hui on reçoit des missions pour mieux gérer, pour mieux comprendre le système LMD, et on a même des filières ou le programme qu'on fait avec Perpignan par exemple, ou certaines universités marocaines qui ont adopté le système LMD. On a presque le même programme. Hein. Donc, et d'ailleurs, ça a permis à certains étudiants d'accéder directement en master. Oui, est-ce qu'on a remarqué, en tout cas, au début de l'université, il y avait un engouement vis-à-vis de certains nombres d'enseignants, des étudiants, voire même des institutions étrangères, et ça a l'air fonctionner relativement bien. Aujourd'hui, il y a des choses qui clochent, des choses qui se passent relativement moins bien. Donc, comment expliquer quand même cette chute libre de l'Université des Comores? Écoutez, il y a plusieurs facteurs, hein, parce qu'au départ, le gouvernement de l'époque avait mis le paquet. Parce que une telle institution, il y avait le financement, il y avait une taxe sur les riz directement qui était pour l'université. Bien que ça n'allait pas directement dans la caisse de l'université, mais ça allait au ministère des Finances et c'est de l'argent destiné à l'université, c'est-à-dire au paiement des salaires. Il n'y avait pas d'arrière de salaire. D'ailleurs, on a rehaussé la grille indiciaire. Parce que quand on a mis en place l'université, les enseignants de l'université étaient les mieux payés des fonctionnaires. Parce qu'on a révisé la grille indiciaire, parce qu'ils avaient toujours l'indice de lycée et collège. Même si tu avais un doctorat. Et pourquoi cette volonté de rehausser l'indice? C'est pour favoriser, non, c'est pour donner tonus, c'est pour essayer de permettre à ces enseignants de s'y mettre.
Évidemment, hein, ils se sont mis. Et puis, ils avaient le sport, parce qu'on leur a donné espoir qu'il faut qu'ils aillent faire des formations. Les titulaires de DA qu'on avait recrutés, qui étaient sur place déjà, des anciens. Et il y avait même au niveau de l'UIT et du Léféré des gens qui avaient une maîtrise. Bon, on leur a promis qu'ils vont aller faire des formations. Parce qu'on était sûr qu'il y avait un financement qui les permettrait de les aider à aller faire des formations, c'est-à-dire continuer leur DA et leur thèse. Et ensuite, la manière dont les gens ont été recrutés, d'abord on a vu ce qui était sur place avec l'expérience. On faisait venir aussi des intervenants extérieurs. Il y avait même des gens qui étaient en finalisation de thèse en France, qu'on a pu faire venir. Hein. On les prenait en charge. Donc c'est-à-dire, on essaye quand même de créer une dynamique, même avec la diaspora intellectuelle à un moment. Et entre-temps, là, il y a eu des signatures des accords, mais le blocage, on a commencé à le sentir depuis 2005-2006, tant que les promesses n'ont pas été tenues, quoi. C'est-à-dire, les gens ne partaient pas en formation. Parce que pour nous, tu ne peux pas être enseignant-chercheur sans faire de la recherche. Et justement, c'est là où le bas blesse. Donc, tous les enseignants, les professeurs ou les maîtres de conférences de l'université des Comores se disent, ou en tout cas sont qualifiés comme étant à la fois enseignants, mais en même temps chercheurs. Or, pour l'instant, il n'y a jamais eu de... Enfin, vous me direz le contraire, ça me réjouirait, mais il n'y a jamais eu de recherche ni publication interne à l'université. Comment expliquer cette défaillance? Oui, ben écoute, quand on crée ces statuts, on avait un peu de hauteur, quoi. Bon, on va les appeler enseignants-chercheurs, on va essayer de voir ceux qui sont maîtres de conf aujourd'hui, c'est des gens qui avaient le doctorat il y a 10 ans, c'est-à-dire on a essayé de créer le corps. Il fallait mettre que certaines personnes. Bon, on les a mis là-dedans. Et de là, mais qu'est-ce qui s'est-il passé réellement? C'est que il y a eu une tollée de l'opposition, députés de l'opposition, qui ont retiré justement, qui ont fait pression au gouvernement pour retirer cette taxe sur le riz. À un moment, il y a eu blocage parce que l'université ne peut pas fonctionner sans sous. Mais quelle a été la mesure de cette mesure? La mesure, c'était d'abord le riz populaire, où il y avait 50 francs par kilo qui venait à l'université. C'est pourquoi il n'y avait pas de retard de paiement. C'est avec cet argent qu'on a pu réhabiliter Mvouni. On a construit des salles à l'IFERE et on a réhabilité l'école de santé. C'est-à-dire, on sentait qu'il y avait ce dynamisme. Donc vous êtes en train de dire qu'actuellement, il y a des retards. Il y a même des grèves. Il y a des grèves, on peut vous dire, puisque quand il y a eu le retrait on a supprimé les taxes sur le riz ordinaire, il restait sur le riz de luxe. Mais arrivé le gouvernement actuel, le 10, le 26, il n'y aura pas, ils ont supprimé par des mesures populistes, hein, que bon voilà, non, on va supprimer les taxes sur le riz de luxe, on va mettre autre chose. Et c'est là, ça a commencé un peu les retards, et puis tout d'un coup ils ont dit bon, on va baisser les frais d'inscription, au lieu de 150 euros, on va les faire 100 euros. Or on sait que c'est même pas la moitié du billet pour aller à Madagascar, pour un étudiant. C'est-à-dire, tout ça, c'est des mesures populistes, et durant ces 5 ans, l'université n'a jamais été soutenue. L'université n'a jamais été soutenue par par gouvernement. Les autorités publiques, mais à l'intérieur même de l'université, il y a des problèmes ici et là. Le problème qu'il y a, sincèrement, c'est que les enseignants et le personnel n'ont pas pu s'approprier de l'université. Parce qu'une université ne peut pas fonctionner entre un directeur ou un président d'université et les autres sont là pour obéir. Hein. C'est un milieu intellectuel. Donc il doit y avoir partage, synergie et mutualisation. Donc tant qu'il n'y a pas ça, quand tu ne te sens pas concerné dans une telle institution, tu viens donner tes cours et tu pars et tu vas chercher quelques écoles privées pour arrondir la fin du mois. C'est pas comme moi, je n'ai jamais enseigné dans le privé. Depuis que je suis au Comores, j'ai enseigné une année, j'ai laissé. Mais les autres veulent aller arrondir la fin du mois. Alors ils viennent donner leurs cours, ils partent. Et ils ne se sentent pas concernés de l'université parce qu'ils ne sont pas tellement associés. Oui. Donc voilà, puisque l'université travaille en équipe. Hein. Oui. Il y a la difficile collaboration au sein même de l'équipe universitaire, de la communauté pédagogique directoriale, mais au sein même, il y a même le mode de désignement, de désignation plutôt
des responsables, des présidents, des secrétaires pose problème. Comment Ben, est-ce que écoute, ça posait problème, pourquoi? il y a même une intervention politique qui s'ajoute Bon, à cela. tu sais, c'est l'université, c'est les responsables de l'université, les enseignants qui ont fait que la politique va intervenir là-dedans. Parce que, pourquoi? Parce que moi, j'étais parmi ceux qui ont fait les textes. On a fait les textes. Hein. On a dit le président de l'université ne va pas être nommé. Il va être élu par le conseil d'université. Conseil d'administration plus conseil scientifique. Et ça a été dit. Ça a été dit clair et net. Institué depuis la création de l'université. Il y a eu le premier président Damir, et puis il y a eu Rachad. Il y avait des challengers. Sauf chez Damir, il n'y a pas eu de challengers. Bon, parce que ça, c'était autre chose. Hein. Donc, nous, et puis, il faut que les doyens soient élus. Il n'y a jamais eu élection des doyens. Alors, Ils sont tous nommés. ils étaient tous nommés. Alors, maintenant qu'il n'y a pas eu élection de doyens, le mandat du président actuel a pris fin. Alors, il se représentait avec d'autres pour être élu. Et là, il semblait, moi, j'étais pas au Comore, parce que ça fait plus de 6 mois que je suis en recherche, je suis en train de travailler sur des thématiques de recherche, et j'ai pas pu être là. Et là, il semblerait que le gouvernement a dit non, il faut que les doyens soient élus pour pouvoir élire. Donc, les grands électeurs doivent être élus d'abord, c'est-à-dire surtout les doyens, parce que les autres sont nommés ou sont élus par leur père, soit le personnel, soit les enseignants, soit les étudiants. Il faut que ces doyens, les 4 doyens ou quoi, soient élus avant d'élire le président. Avant qu'ils puissent élire le président. Oui. Et pareil que ça n'a pas marché. Bon, il y a eu une discussion, nous sommes autonomes. Moi, j'étais pas là, j'ai reçu des emails. Et c'est ça qui a fait bloquer un peu la machine. Mais ce blocage, justement, porte discrédit quand même à l'université. Bien sûr, parce que je crois que moi, je crois que c'est un problème simple, hein, en général. Il a fallu de l'écoute de l'un, de l'administration qui était sur place, les enseignants. D'abord, écoute, nous allons élire nos doyens et puis on va élire le président. C'était plus simple que ça. Et maintenant, il y a un président que le gouvernement le considère comme intérimaire, puisqu'il a été élu par des doyens qui n'ont pas été élus. Et maintenant, il y a eu les élections des doyens. Il y a même des problèmes parce qu'il y a même les textes qui n'ont pas été bien étoffés. Hein? Il y a les élections de la fac de lettres. Il y a eu un report là-dessus. Donc, vous voyez, c'est rien. En général, ce n'était pas un grand problème. C'est un problème d'interprétation des textes, discuter, tout ça. Parce que moi, j'ai toujours considéré qu'autonomie, pour moi, ce n'est pas indépendance. Il y a toujours quelqu'un au-dessus, et moi je dirais qu'en général, on devrait trouver une synergie entre les responsables de l'université et le ministère. Pourquoi? Parce qu'on a tellement de problèmes énormes, que ce soit pour les enseignants, que ce soit pour la formation à l'extérieur, que ce soit pour le financement de la recherche, que ce soit pour les équipements au niveau c'est les capacités d'accueil. Donc, le laboratoire, c'est ce que je dis. Donc, il ne devrait pas y avoir de problème. S'il y avait un problème, on devrait tout aplanir et discuter pour trouver un terrain d'entente. Parce qu'après tout, qui paye la facture, le pot cassé? C'est les étudiants. C'est le pays. C'est le pays. Donc les étudiants et les pays. Ouais, tout à fait, oui. Revenons sur la question de l'apport de la diaspora intellectuelle. Est-ce qu'il y a vraiment, parce qu'on m'avait parlé d'une demande de ressources humaines, est-ce qu'il y a quand même une relation, un partenariat ou un mode de fonctionnement entre l'université et la diaspora intellectuelle? Comment ça s'élabore, ce partenariat? Écoutez-moi, au départ, quand j'étais secrétaire général dans l'administration provisoire, j'étais en mission en France, j'ai essayé de voir certains intellectuels, pas tellement, mais puisque c'est au début, personne ne croyait, c'était du pipeau, c'était du truc. Hein. Ben, j'essaie de les expliquer. Si on essaie de construire une petite chose là maintenant, c'est à vous de venir rehausser avec ce que vous avez comme capacité intellectuelle, comme expérience. Au départ, c'était un peu hésitant, c'est la politique d'Azaleh ou de trucs. Je dis, écoute, en tout cas, moi, c'est le pays d'abord, et puis vous verrez. Hein. Et puis, ça continue avec
le président Damir, quand il était élu, il a continué à avoir des contacts avec la diaspora. Il y a même des missions qui venaient, c'est-à-dire il y a même des enseignants, c'est-à-dire des gens, des Comoriens qui étaient ici, qui venaient là-bas en mission pour quelques jours. Il y a eu un financement de co-développement justement pour financer ces mobilités. Et récemment, il y a une année, il y a eu les assises de l'université qui étaient patronnées par Zilé. Même si moi j'étais pas d'accord dans ce sens, parce que je sais que chaque fois que les responsables de l'université viennent en France, ils rencontrent la diaspora comorienne intellectuelle, que ce soit à Marseille, que ce soit à Paris. Je crois que organiser par exemple des assises ou des conférences à l'université, on devrait tenir compte de l'apport justement de ces intellectuels. Pourquoi moi je demande qu'il y ait cet apport? Même si la personne ne peut pas se déplacer pour venir, j'aurais aimé qu'il apporte une contribution, une communication. Mais justement, il y a très peu de publications universitaires. L'université, les publications universitaires commencent à partir de la recherche, quand tu fais de la recherche en thèse. Moi, je dirais que parmi les points positifs qu'il y a eu, c'est que maintenant, depuis 2006-2007, il y a eu au moins 40 enseignants de l'Université de Comores, au moins, qui sont engagés en thèse. Et il y a déjà qui ont déjà soutenu. Il y a 3 ou 4 qui sont déjà soutenus. Je suis parmi. Et maintenant, j'ai des publications. J'ai déjà 4 publications dans des revues. Et bien, l'Université de Comores apparaît. Il y a d'autres. Parmi ces publications, il y a une publication dans une revue. Ah oui, j'ai publié dans une revue. Attestée par Non, l'université n'a pas encore de revue. Il n'y a aucune revue, mais c'est dans des revues internationales. Comment est-ce qu'on peut donner une crédibilité à une université qui n'a aucune revue scientifique, aucune publication? Est-ce que c'est vraiment digne? Je crois que ça fait partie des réformes qu'il faut mettre en place. Il faut qu'il y ait une revue scientifique, justement, des revues, peut-être dans chaque domaine ou différents domaines. Au demain, on peut partir avec une revue qui peut collecter quand même les recherches de toute l'année, parce que maintenant, je vous dis, 40 ou 45 personnes sont engagées en thèse. Ils ont commencé à publier. Donc ça, c'est un intérêt pour l'université, justement, de mettre ça sur place. Mais aussi d'ouvrir là, vous me poussez à aller vers une certaine vision de l'université. Justement, c'est la dernière des questions, la perspective. Est-ce qu'il y a vraiment quelles sont les choses, les réformes à apporter, les propositions à imposer, s'il le faut. Moi, tout d'abord, il faut que l'université se batte, les responsables et tout le monde se battent pour qu'il y ait ce taxe, un financement quelconque destiné à l'université. Parce qu'il ne peut pas y avoir une université s'il n'y a pas de financement. Surtout la recherche. Mais avant, il y avait Deuxième chose. Il y avait ces taxes, monsieur Sédomar. Mais ça n'y est plus. Et il n'y avait pas. Oui, mais avant, pendant qu'il y avait ces taxes, est-ce qu'il y avait les publications? Non, c'est pas en l'espace de 2 ans ou 3 ans qu'on a créé l'université qu'on a fait des publications, monsieur Diamal. Pas forcément. Non. Il y a des choses à réformer. Mais effectivement, moi, c'est ce que je voulais dire, que s'il y avait un financement, on pourrait se lancer à la recherche, parce qu'il y a la recherche sur place. Il y a des recherches qui font à l'extérieur. Tu sais, nous, on fait des découvertes pour pouvoir pallier justement aux frais de nos recherches à l'extérieur. Donc, il n'y a pas un financement qui est destiné justement aux gens qui font des thèses. Or, quand ils font des thèses, c'est des publications dans des revues internationales et qui permettraient aussi d'alimenter des publications internes. Bon, je dirais aussi, il faut mettre l'accent sur la formation des ressources humaines. Vous soupçonnez quand même la qualité des enseignants, si vous dites ça. Moi, je me cache pas, je me cache pas là-dessus. Si aujourd'hui quelqu'un qui a un doctorat n'a jamais publié, ça fait 20 ans, n'a jamais publié une feuille de chou. C'est vrai, il n'a qu'à son diplôme. Oui. Il a son diplôme, c'est vrai, mais ça fait 20 ans ou 15 ans ou 10 ans qu'il exerce. Il n'a jamais publié une feuille de chou, sauf dans Al-Watan ou dans le Balad. Donc il faut qu'on change. Cela pose problème. Cela pose problème. Mais je vous dis, Jamal, on ne peut pas commencer par des grands chercheurs. On commence par ce qu'on a et on évolue. Justement, moi je voudrais que ce soit les ressources humaines qui sont à l'université, même des gens qui sont en dehors de l'université, qui sont dans les administrations. Il y a des gens qui ont des DA, des masters, qui pourraient faire de la recherche. C'est-à-dire, l'université peut les aider, justement, pour améliorer la qualité justement de nos administrations, de nos économistes, les pousser à s'inscrire en thèse, les appuyer pour pouvoir
avoir des écrits sur le Comore. Il n'y a pas d'écrits. Notre émission s'achève. La dernière des questions, parce que c'est très important tellement. Je vais vous poser une question. Si vous étiez le président de l'université, que feriez-vous? Président de l'université, d'abord, bon, ça c'est une question piège parce que... C'est pas une question piège, puisque vous parlez des réformes. Effectivement, d'abord, remettre l'université sur les normes internationales. Aujourd'hui, avoir au niveau de l'institution un président, vice-président chargé de la recherche et tout ça, et nommer les gens qui font de la recherche, évidemment, et un exemple. Et deuxième chose, j'allais m'occuper justement de la formation du personnel administratif et des enseignants. Et puis voir comment mes étudiants qui ne font que la licence pourront continuer par les accords qu'on a signés pour continuer leur master. Je suis en train de le faire au Maroc. Donc je suis en train d'inscrire des enseignants de l'Université de Comores dans des universités marocaines pour continuer leur thèse en alternance. Et même des sortants de l'Université de Comores, on puisse s'inscrire en master. Et maintenant, ils sont en thèse. J'ai des étudiants qui sont en thèse. C'est pour dire qu'il y a un créneau qui permettrait quand même de faire évoluer l'université en disant que vous terminez ici. Et surtout, la situation mondiale, les soulèvements de tous les pays où partaient des étudiants comoriens. Donc, il faut qu'on réfléchisse justement comment canaliser ces jeunes qui ont maintenant 17 ans, 18 ans, si on peut mettre encore des filières. Et il y a aussi des filières qu'on appelle des filières flexibles. Vous pouvez accréditer un master pour 2 promotions. Et puis vous changez. C'est une fonction flexible. Voir aussi la codiplomation avec d'autres pays. On commence une licence jusqu'en 2 ans, et puis la 3e année, il va le faire ailleurs, parce qu'on n'a pas tous les moyens. C'est-à-dire, il y a des choses qu'il faut imaginer justement pour adapter notre université, parce que maintenant, le monde est ouvert, donc c'est à nous de faire des propositions. Vous êtes en train de nous dire que le souci premier, ou primordial de l'université, c'est de donner crédibilité à la fois à l'université, en même temps une fierté à ceux qui y sont. Ah ben, qui sont, et puis on met des formations, des filières qui seront très adaptées aux besoins de notre pays. Parce qu'il y a des filières. Un pays agricole à vocation de pêche, il n'y a rien sur l'agriculture, sur la pêche. Très bien, c'est Omar Sedassan d'être venu à notre studio, de parler de l'université, une question primordiale dans un pays qui veut bien sûr s'asseoir dans des bases plus solides, celui de la formation des élites, et l'université a un rôle important sur ce projet, sur cette exigence académique. Merci. Merci. La